en fait, on est tous impactés par le digital. Et puis la question, c'est pas de savoir si c'est important ou pas pour une entreprise. C'est que, en fait, c'est aujourd'hui. On est dans une phase plus large. Ce qui est important pour les entreprises aujourd'hui, c'est de savoir comment le digital influence le modèle d'affaires. Parce qu'en fait, il amène en fait à des considérations un tout petit peu plus larges qu'un modèle totalement traditionnel. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 8e épisode du podcast Développement avec Brian Noumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis à Neuchâtel et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Latz Kladny, cofondateur de l'agence de communication Inox Communication, cofondateur de l'association Compass, ou membre fondateur, et cofondateur du bureau 111, lieu où nous nous trouvons actuellement. Salut Latz. Salut Brian. Comment ça va? Ça va tout bien. Et toi? Ça va bien, un peu chaud. Un peu chaud. Ouais. Surtout qu'on est au 4e. On est sous les toits. Ouais, en plus. Donc aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on a 2 invités. C'est la première fois que je fais mon intro avec 2 autres personnes qui me regardent. Et puis, je me réjouis de cette discussion parce que j'ai écouté une de tes interviews de je ne sais plus quelle chaîne YouTube, Comme Mag. Ouais. Voilà, c'était très intéressant. Et puis, en fait, j'ai connu Compass, mais je ne savais pas que tu étais un des membres fondateurs il y a 2-3 ans. 3 ans. 3 ans. Je pense que c'était dans vos débuts. Par le biais de la HEG, on avait un cours, c'était un module, une option secondaire. Et puis on est allé et il y a, j'oublie son nom de famille, mais Laure Emmanuel, hein, c'est ça? Perret, oui. Voilà, Madame Perret qui a présenté des panneaux photovoltaïques. Et puis ça m'a... c'est formidable, quoi. C'est formidable ce qu'on peut faire en alliant la technologie et l'art. Et donc, juste avant d'aller plus loin, je vais quand même présenter, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, ton agence, l'association Compass et le bureau. Et après, c'est une courte présentation. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Ou si tu veux me corriger. Je t'écoute. Donc, Inox Communication, c'est une agence de communication qui est basée à Neuchâtel. Vous développez des stratégies de communication pour les entreprises qui ont vos mêmes valeurs. Donc, quand on parle de stratégie, on parle de stratégie de marque et pas seulement de communication. Donc, stratégie vraiment d'entreprise et de marketing. Compass, elle, est une association qui veut faciliter l'accès à la technologie à travers l'art, ou du moins c'est comme je l'interprète. C'est un peu plus complet sur la page internet. Et notamment avec le photovoltaïque esthétique. Et le bureau 111, c'est un espace coworking ou un espace collaboratif où l'intelligence collective est mise en avant. Et donc ma première question, et là on parle, enfin à mon avis, je pense plutôt à Compass. Pourquoi l'art visuel est utile dans notre vie de tous les jours? Bon, vaste question, hein. Mais d'abord, ça explique aussi la présence de ces 2 personnes, hein, Elliot et Anna, qui sont avec nous aujourd'hui. Ils sont derrière toi. Ouais, ils étudient en photographie à l'ECAL, et puis on leur a demandé de venir documenter la vie du bureau du 111 pendant 1 mois. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont là avec nous. Et puis eux, c'est des créateurs d'images et des créateurs de contenu. Donc évidemment que nous, à travers l'image, on a envie de raconter des histoires. C'est peut-être la première explication. Après, moi j'aime bien l'adage qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Parce que en fait, c'est un moyen, c'est un langage, l'art visuel qui nous permet d'expliquer ou de montrer des choses d'une manière très
diverses. Ça peut être poétique, ça peut être conceptuel, ça peut être un regard. Et puis, ce que j'aime beaucoup à travers l'image, c'est qu'il y a toujours un point de vue, en fait. Et ce point de vue, il est offert à celui qui le lit ou celui qui est exposé à ce point de vue. Et puis, il y a une forme de liberté à l'interprétation de ce point de vue. Et j'aime bien cette possibilité, en fait. C'est pour ça que l'art visuel est important dans notre société, parce qu'on est tous des émetteurs d'images aujourd'hui, on est aussi tous des consommateurs, et puis on en fait chacun notre propre lecture. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, moi, l'art visuel, bien sûr, en secondaire, on a tous dessiné, on a tous fait de la musique, mais j'ai plus commencé à m'y intéresser lors des cours marketing, ou quand j'ai commencé dans l'entreprise où je suis actuellement, où de temps en temps, je dois un peu réfléchir à comment prendre une photo, ou est-ce que visuellement, c'est attractif ou pas. Après, moi, je suis dans un secteur qui est technique, voire très technique, donc l'attractivité est encore plus subjective à mon avis, parce que justement tu disais que l'art est subjectif, donc chaque personne interprète comme elle le veut, que ce soit les photos, les dessins, enfin tout type d'art. Mais du coup pour les PME, pour parler on va dire concret, les PME de la région, où est-ce que toi qui aides les entreprises à développer leur stratégie, donc stratégie point et stratégie marketing, où est-ce que tu placerais l'art pour ces PME-là? Comment est-ce qu'elles pourraient se différencier ou l'utiliser? Juste, ça mérite un tout petit préambule en disant que l'art est une discipline très très vaste, ou peut-être dans laquelle on doit préciser notre activité. Donc nous, on a une agence, à travers Compass, on a une activité artistique, mais dans l'agence, on fait des arts appliqués. D'accord. Moi, je distingue beaucoup la démarche artistique des arts appliqués. Les arts appliqués, en fait, le lien, c'est qu'on utilise un peu les mêmes techniques, mais la finalité est différente, puisque dans les arts appliqués ou dans le travail d'agence, on reçoit des mandats et puis on doit aider, dans lesquels on doit aider les entreprises à atteindre un certain nombre d'objectifs, ce qui n'est pas le cas de l'art ou de l'artiste qui fixe ses propres objectifs ou qui fixe ses propres idées et puis qui les propose, je dirais, assez librement. Donc là, on est dans des propos qui sont importants de distinguer, parce que là, nous, on est vraiment dans un contexte, avec l'agence Inox en tout cas, dans un contexte créatif, dans un contexte d'innovation, dans un contexte très stimulant, mais on est dans les arts appliqués. Ça veut dire qu'on reçoit des mandats et puis on doit répondre à une certaine demande. Donc maintenant, pour revenir à ta question, donc on est nous, on s'est considérés toujours comme des traducteurs. Ça veut dire que l'image, elle va toujours aider à porter ou à supporter un propos, et quand il est émis par une entreprise, ça signifie que l'image, elle doit pouvoir aider l'entreprise à ou se positionner, ou à se présenter, ou à faire la promotion de ce qu'elle fait. Donc c'est là où notre travail intervient directement. Et je crois qu'on comprend tous que, d'une manière un peu basique, il y avait de la publicité. Aujourd'hui, ces disciplines, elles se sont complexifiées parce que les médias se sont complexifiés, mais l'intention, elle est toujours la même, c'est de gagner en notoriété et puis de faire la promotion de son activité. Et c'est là que nous, en tant que traducteurs de ces intentions, toi tu viens d'un domaine technique, mais nous, on essaye de comprendre ce que tu fais et de le traduire en images ou en messages. Ok. Quand tu parles de ces médias qui se sont complexifiés, tu penses au digital ou pas forcément? Non, mais presque forcément. Quoi. Ouais. Enfin, je dis, oui, ce que le digital a amené par rapport à notre discipline, les photographes peuvent bien en parler, parce que la formation de photographe, au départ, elle était très liée à des formats. On avait des formats qui soient rectangulaires ou carrés ou grands ou petits. Il y avait toujours un format, donc un cadre. Aujourd'hui, la notion de format, elle existe toujours, mais elle a aussi explosé en même temps. Ça veut dire que pardon.
Excuse-moi. Pas de souci. Ouais, cette notion de point de vue et de format, selon les supports, le cadrage va être complètement différent. Mhm. Je m'excuse, ça va pas passer en... Ouais, pas de souci. Bah, Ah, j'ai un chat dans la gorge, là, maintenant. ça- on a, on a le temps, mais est-ce que je peux continuer à te parler? Oui, oui, tout à Ouais. fait. Ouais. Ok. Alors, donc, je te posais la question par rapport au digital, parce que justement, c'est Inox, donc votre agence a été créée en fin des années 90, c'est juste, hein. Du coup, il y a t'as vu une évolution énorme en termes de médias, de canaux, Oui. et ben, vous avez eu une croissance qui était, vous êtes arrivé jusqu'à 20-25, et puis vous avez décidé de diminuer, de décroître en fait. Et à mon souvenir, tu m'avais dit que c'était une décision, c'était votre décision. Mhm. Une décision réfléchie par rapport à la durabilité. Mhm. Pas seulement la durabilité, mais je pourrais réexpliquer. Ouais. Ouais, mais alors volontiers. Non, je pense que déjà, les agences de com, c'est des entreprises qui sont très exposées aux fluctuations de l'économie et de la santé des entreprises, puisqu'on est au service des entreprises. Donc, on est très vite exposé. Je crois que tout le monde comprend que dans un moment de crise, beaucoup d'entreprises coupent en premier les budgets marketing juste pour se replier par survie sur ses activités principales. Donc ça, peut-être ça a aussi changé à travers le temps, mais ça veut dire que depuis 25 ans, on n'a jamais cessé de s'adapter. Alors en plus, on était dans une période où les paradigmes, les modèles d'affaires, l'évolution du business a beaucoup changé, mais donc on a beaucoup adapté notre manière de travailler et les prestations qu'on offrait jusqu'à qu'on arrive effectivement, il y a 3 ans, à un peu une croisée des chemins dans laquelle le digital effectivement est en train de prendre une place extraordinairement importante, mais qui vit des cycles très extrêmement rapides aussi en termes de métier. Ça veut dire que si je devais engager aujourd'hui un spécialiste, je sais pas, de TikTok, il n'est pas certain que ce spécialiste-là, dans une année, il ait sa raison d'être en tant que spécialiste de TikTok. Ouais. Donc, en fait, cette course était à travers les spécialités du digital, elles sont compliquées pour les entreprises. Et la croisée des chemins, c'est qu'on était un peu plus de 20 personnes, et puis est-ce qu'on devait passer à 40 personnes pour pouvoir assurer et livrer l'entier d'une prestation qui est liée aux besoins de communication des entreprises, ou bien alors est-ce qu'on change de modèle pour effectivement assurer une forme de pérennité à notre entreprise. Donc c'est un peu plus facile à gérer un petit bateau qu'un moyen bateau, mais aussi pour être beaucoup plus à jour avec ce qu'on peut proposer à nos clients. Donc en fait, ce qu'on a gardé à l'intérieur, c'est des gens qui ont une grande conscience, une grande connaissance des tendances et des besoins d'outils ou de canaux ou de comportements digitaux à avoir. Mais on collabore énormément aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a une forme de décroissance. Moi, j'ai toujours, on est passé de 20 à 10, mais on est passé de 10 à 500 aussi. Donc, parce qu'on a étendu nos prestations et nos collaborations et nos partenariats. Alors, quand je dis ça, c'est très important pour nous parce que tu as parlé de valeur juste avant. Et puis, on n'est pas, nous, des fans de offshoring et puis d'aller sur le prix. Puis, on n'est pas passé de 10 à 500 pour le prix. Alors, évidemment qu'un équilibre économique, il faut toujours avoir. Mais on a développé des partenariats avec des clients, mais aussi des prestataires de services qui partagent nos valeurs ou notre vision de ce que devrait être la communication. Ouais.
Voilà, donc je prends typiquement les questions de programmation. On avait pas mal de développeurs chez nous et puis on a dit, bon, bah, là maintenant, on va plutôt favoriser des partenariats avec des sociétés de développeurs qui sont en fait beaucoup plus à jour et dont c'est le métier. Mhm. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui s'est passé pour nous. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on devait être 25 parce qu'il y avait beaucoup de production qui était liée à notre travail, de graphiste en particulier. Ouais, ok. Et juste pour revenir sur les termes, enfin termes entre guillemets, mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas TikTok, c'est un réseau social, Mhm. euh, j'ai envie de dire pour un public un peu plus jeune, mais après ça dépend de l'entreprise ou l'entreprise en question, l'activité de l'entreprise. Et quand tu as parlé d'offshoring, en fait, tu me corriges, hein, tu parles d'externaliser en fait tes compétences. Oui. Donc par exemple d'aller, je sais pas, trouver un spécialiste en Inde pour du montage ou autre. Ou Quoi. de la programmation. Ou de la programmation, voilà, complètement. Ok. Euh, donc j'aimerais juste revenir, parce qu'en fait je te parlais de digital et je te parlais de votre évolution. Mhm. Et donc tu as vu en fait toute cette phase vraiment du print au digital. Ouais. Et donc aujourd'hui, pour toi, peu importe, c'est peut-être un terme trop vaste, mais peu importe l'entreprise, peu importe l'activité de l'entreprise, tu dirais qu'il faut être dans le digital aujourd'hui? Oui, la réponse à ta question, elle est oui, mais je la tourne un tout petit peu différemment. C'est que je dirais que le digital impacte tout l'entier de notre société. Et que c'est difficile de contourner le digital. Je pense que si on prend des exemples d'entreprises, de micro-entreprises très locales qui font du commerce de proximité et puis qui font de la production de proximité, elles-mêmes, elles sont quand même touchées d'une manière ou d'une autre par le digital, que ça soit dans son système de production ou dans son système d'exploitation, mais aussi peut-être dans son marketing. Parce que, en fait, le digital est partout et qu'il faut essayer d'y trouver la bonne place par rapport par rapport à une activité donnée. Donc, moi, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça impacte tout le monde. Et puis, en impactant tout le monde, en fait, ça amène des contraintes ou bien des challenges dans les entreprises. Et puis ces challenges qu'on nomme souvent, on parle de transition. Donc, on a juste été coupé. Euh, donc, on parlait de... je t'avais demandé si tu pensais que le Oui. digital était important ou même crucial pour l'entreprise lambda, PME de la région. Et bah, je te laisse Ouais. continuer, mais tu parlais de l'artisan Ouais, local. ce que je disais là, c'était qu'en en fait, on est tous impactés par le digital. Et puis la question, c'est pas de savoir si c'est important ou pas pour une entreprise. C'est que, en fait, c'est aujourd'hui. On Mhm. est dans une phase plus large. Ce qui est important pour les entreprises aujourd'hui, c'est de savoir comment le digital influence le modèle d'affaires. Parce qu'en en fait, il amène en fait à des considérations un tout petit peu plus larges qu'un modèle totalement traditionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on change les circuits, où on communique d'une manière différente, où on déplace les sources de revenus en faisant peut-être de la vente en ligne, ou peut-être qu'on ne vend pas qu'un produit, mais en étend peut-être nos prestations. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont là. Et les questions de transition, pour moi, elles tournent beaucoup autour de ça. C'est évidemment qu'il faut intégrer des technologies, mais la plupart des entreprises aujourd'hui, elles ont intégré ces technologies puisqu'elles utilisent des smartphones, Mhm. elles ont elles ont des systèmes d'information qui les aident à gérer. Enfin, il y a énormément d'éléments qui sont déjà intégrés dans les entreprises. Pour que le marketing, en fait, soit pour qu'une entreprise se markete, en fait, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de pouvoir être dans un propos qui est extrêmement homogène entre la manière dont l'entreprise est organisée, ce qu'elle propose, et puis comment elle parle de ce qu'elle fait, et puis comment elle réalise ses cycles de vente. C'est ça qui a beaucoup évolué.
Avant, c'était des choses qui regardaient que l'entreprise. Le marketing était un accessoire ou un outil qui aidait à la vente. Puis aujourd'hui, en fait, le marketing fait partie de l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, à tous les étages. Donc ça, c'est la grande différence. Donc le digital est partout, à mon avis, et le digital ne se résume pas à des réseaux sociaux. Voilà, c'est des services, c'est des systèmes d'information, c'est des systèmes d'exploitation, c'est partout en fait. C'est la digitalisation. C'est la digitalisation dans son ensemble. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est d'essayer d'imaginer et d'amener les entreprises à considérer cette digitalisation comme un ensemble homogène plutôt qu'un ensemble cloisonné. C'est là où l'entreprise commence à retrouver ses marques parce qu'elle aura complètement assimilé ou intégré ce que signifie la digitalisation. Ok. Et si on parle de stratégie, pour revenir peut-être dans une couche un peu plus basse, donc un socle plus ancré, donc de stratégie globale et après de stratégie marketing, quelle place a la stratégie pour la PME du coin, sans que ça soit péjoratif? Bon, c'est pas du tout péjoratif parce que pour moi, c'est un petit peu la clé. On peut parler de la clé du succès, mais c'est la clé de la pérennité. Enfin, de naviguer sans stratégie, à mon avis, ça n'a pas de sens. Alors, c'est un mot qu'on met aujourd'hui comme ça, mais enfin, c'est quoi ton envie, c'est quoi la vision, t'as envie d'aller où, enfin tous ces éléments-là qu'on essaie de retraduire puis de reformaliser dans un contexte professionnel, mais c'est toujours ces mêmes questions-là. Donc pour moi, la stratégie, la stratégie d'entreprise, la stratégie de marque, la stratégie de communication, c'est des éléments qui se suivent et qui s'enchaînent et qui doivent être toujours réévalués pour qu'on soit en lien avec notre marché et puis avec la vie en fait, qui nous entoure, notre écosystème. Donc, d'être un acteur de cette stratégie, c'est l'endroit le plus passionnant dans lequel on peut être, de mon point de vue en tout cas. Et créer une stratégie, ça veut dire quoi? Donc, je vois deux schémas. Le premier, c'est la personne qui vient vers toi et qui dit je vais créer cette entreprise parce que j'ai une expertise dans ce domaine-là, j'ai travaillé 10 ans dans ce secteur-là et je me lance. Et le deuxième profil, c'est la personne qui vient et dit ça fait 10 ans que j'ai une entreprise, mais j'ai navigué sans stratégie, ça a bien fonctionné, mais maintenant je vais poser des bases pour justement pouvoir naviguer d'une autre manière. Donc, si on prend le premier profil, qu'est-ce que tu répondrais à cette personne? Donc, quels seraient les outils ou les 3 best practices, les 3 procédures pour créer sa stratégie? Donc, tu parlais du why, hein, en fait, du pourquoi, des objectifs. Bon, je pense que la première chose, c'est d'être sincère. Ça veut dire que quand on développe un business en tant que start-upper, c'est un effort énorme. Et c'est un effort en fait, qui est long dans le temps et dans les buts qu'on poursuit. Et toujours plus long qu'on imagine. Donc, en fait, l'envie et les valeurs qu'on va mettre dans cette aventure-là, les plus sincères elles sont par rapport à qui on est, le plus de potentiel cette aventure aura en fait. Donc moi je dis toujours, la best practice c'est de se mettre déjà en conformité avec ce qu'on a envie de faire. C'est très difficile d'inventer un business auquel on n'a que très peu d'affinité, mais ça peut devenir cynique ou ça peut devenir... Mais aujourd'hui, c'est très important cette sincérité ou cette honnêteté par rapport à comment est-ce qu'on veut travailler, dans quel domaine on veut travailler. Donc, je pense, mon premier conseil, ça serait vraiment d'essayer d'exploiter le plus clairement possible ses envies
pour être le plus performant possible. Donc voilà, donc ça c'est peut-être le premier. Après le deuxième, je pense... Donc ça c'est les valeurs. Ouais, je pense que les valeurs et puis le why de l'entreprise, pour celui qui fait sa start-up, elle doit être quand même assez près du why de celui qui entreprend ou de celle qui entreprend, parce que pour durer dans le temps, je dis toujours, il faut essayer de garder le plaisir un petit peu supérieur aux emmerdes, quoi. Donc, Ouais. puis il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Et ça a été vrai avant, mais ce qui est encore plus exigeant aujourd'hui par rapport à ce thème, c'est qu'on doit intégrer des éléments extérieurs qui sont autant de défis. La digitalisation, c'est un immense défi dans lequel on doit... avec lequel on doit composer. La durabilité ou le développement durable, c'est aussi un défi dans lequel on doit se lancer. Donc, en fait, au-delà du fait que je veux me lancer avec tel ou tel produit, je dois quand même intégrer à terme ces idées-là. Et je dois les intégrer dans ma stratégie. Donc, là, en fait, on touche à des questions qui sont souvent hors du domaine de la spécialisation dans laquelle tu es. Et... c'est des questions qui sont complexes. Et nous, notre démarche, c'était de dire, mais en fait, ces défis, que ce soit de la transition digitale ou la transition écologique ou amener plus d'égalité ou amener plus de sens dans ton entreprise, c'est des questions qui vont au-delà de ma simple spécialisation. Et on part du postulat que c'est pas moi... je dis simple graphiste ou agence de com qui peut tout résoudre. On a besoin d'être entouré de gens qui collaborent et qui se mettent d'accord autour de l'intention de la personne qui vient nous demander de l'aide, et on va lui proposer une approche qui est pluridisciplinaire. Et parce que les défis sont trop complexes pour être résolus par une seule personne. À moins de se poser comme un gourou et puis de dire j'ai tout compris, puis écoute-moi. Mais ça, c'est pas notre propos. On essaie de résoudre ça avec des talents divers. Ok. Et donc, tu incites la personne à creuser en lui pour trouver ses valeurs, le pourquoi il va ou elle va créer l'entreprise. Et ensuite, par rapport à ça, comment commencer une stratégie? Est-ce que quand on parle de stratégie, on parle uniquement de vision? Est-ce qu'on parle de prospection? Est-ce qu'on parle de marketing? Moi, j'aime bien parler de stratégie de marque parce qu'en fait, la marque, ton entreprise, elle va se montrer. Aujourd'hui, une entreprise, elle doit prendre la parole dans l'espace public. Sur un mur d'un réseau social, on ne peut pas distinguer Brian d'une marque ou d'une entreprise. Enfin, physiquement, on ne la distingue pas. Ouais. Donc, il y a une prise de parole quotidienne. Donc, l'aspect de l'identité de l'entreprise, mais surtout de sa personnalité, il est très important. Et donc, la stratégie, pour moi, d'une manière générale, c'est vraiment d'être vraiment au clair avec la définition que j'ai envie de donner à mon entreprise. Après, il y a autant d'entreprises que de gens et d'idées. Peut-être toi, tu vas venir avec un modèle d'affaires, tu dis « Ah, ben, j'ai pensé à un truc, si on faisait les choses un petit peu différemment, ben voilà, ça c'est mon idée, mais pour le reste, j'ai pas beaucoup d'idées. » Ou bien peut-être que tu es super au clair de ce que tu as envie de proposer jusqu'au bout, mais tu sais pas comment tu veux y arriver. Ou tu n'as aucune idée, ou bien tu es hyper introverti, puis toi, tu es hyper bon dans ton développement, mais tu sais pas communiquer. Donc, en fait, ça dépend toujours de toi, en fait, ou de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on fait, la première chose, c'est on écoute. La première chose, on essaie de voir quels sont les besoins qui sont liés à cette entreprise, puis comment est-ce qu'on peut l'accompagner, la conseiller pour mieux la définir. Parce que, en fait, notre métier, moi je dis qu'on est vraiment, notre cœur de métier, c'est vraiment dans la stratégie de marque, dans le positionnement, l'identité, le développement d'une personnalité.
c'est là que vraiment on est au cœur de ce qu'on sait faire ici avec Raphaël, ce qu'on a développé depuis 20 ans. Et puis après, évidemment, que quand on a fait ça, évidemment qu'on accompagne nos clients vers de la communication ou vers aller se montrer à l'extérieur. Mais la base, elle doit être forte. Et c'est cette base-là qui est la plus passionnante. Parce qu'on aide vraiment un projet à se façonner. Moi, j'aime bien... Enfin, une des images les plus fortes qu'on a ici, c'est que les entreprises, les gens, ils viennent avec des idées, des plans. Ils viennent avec des plans, ils ont des plans dans la tête. Et puis, en sortant de chez nous, ils ressortent avec une marque. Mhm. Et ça leur change tout parce qu'ils peuvent matérialiser. C'est pour ça que je dis qu'on a un métier de traducteur. On a traduit une intention, un plan en une marque. Et puis, à partir de là, ça ouvre le chemin au développement. Ouais. Ok. Et donc, vous aidez les personnes à créer une marque, donc une marque qui a des racines fortes. Mhm. Et ensuite, vous aidez à développer l'image Voilà, au public. exact. Donc, en fait, toute entreprise devrait d'abord créer cette base qui est fondamentale pour pouvoir ensuite s'exposer. Et pour une entreprise qui est déjà là Mhm. et qui n'a jamais ou très peu travaillé son image, quel serait ton conseil ? Bon, alors pour les entreprises qui sont établies, je dirais que ça, c'est la majorité de nos clients. Ok. Ils viennent toujours dans des moments qui sont importants pour les entreprises. Elles viennent toujours dans des moments qui sont importants pour elles. C'est-à-dire que ça peut être de toutes sortes. On lance une nouvelle prestation, on adapte notre stratégie au marché qui a de nouvelles exigences. L'entreprise est vendue, elle est rachetée. Il y a une transmission intergénérationnelle. Il peut y avoir toutes sortes de situations dans lesquelles on va justifier où on va avoir le besoin d'un nouveau cap. Et ce nouveau cap, c'est toujours la même chose. Il faut qu'on puisse préserver ce qui a été fait, le meilleur de ce qui a été fait, et comment aujourd'hui quels sont les chantiers qu'on va ouvrir, quels sont les éléments dont cette entreprise a besoin aujourd'hui pour atteindre les nouveaux objectifs exprimés. Et bien sûr que des fois, ça passe par un changement d'identité ou un nouveau logo ou une nouvelle image. Mais cette nouvelle image, elle n'a pas beaucoup de sens si le fond n'est pas résolu. Mhm. Si une entreprise est une entreprise industrielle qui a très peu de culture de la communication et puis qui a décidé de devenir une entreprise qui devient de plus en plus servicielle, par exemple, elle doit intégrer cette culture du service. Elle doit s'ouvrir. Elle doit développer des idées plus commerçantes. Donc, on doit l'accompagner à se reformuler. Et je pense que voilà, ça ramène à l'identité et à la personnalité, une identité forte et puis une évolution. Parce qu'on parle de personnes morales, c'est des personnes, les entreprises. Donc, en fait, il faut continuer à faire évoluer cette personnalité. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans la même attitude que quand tu avais 15 ans. Et puis, peut-être que dans 10 ans, tu auras la même... Ouais, heureusement. Ouais. Exactement. La même chose pour les entreprises. Ouais, complètement. C'est des bons parallèles. Mm-hmm. Et ça me fait penser au community manager. Mm-hmm. Vous fonctionnez en tant que... Enfin, fonctionnez. Vous offrez ce service... du coup, j'imagine que oui, vu que vous travaillez avec énormément de partenaires. Mais est-ce que pour toi, tu vois, aujourd'hui, avant, tu as bien dit que le digital n'était pas que les réseaux sociaux. Et parfois, c'est un peu l'erreur, ou bien c'est ce qu'on croit quand on parle de digital, on pense directement aux réseaux sociaux. Est-ce que vous allez définir
si une entreprise a besoin ou non de community manager, que ça soit à l'interne directement, si c'est une entreprise d'une certaine taille, ou que ça soit externalisé par votre biais, en fait. Bon, moi déjà, le terme, en fait, c'est un terme que je crois que tout le monde utilise ce terme, mais c'est quoi? Ouais, Hein? C'est quoi ce terme, community manager? Parce que franchement, quand on recrute ou quand on recherche des community managers, c'est super difficile de, de trouver un community manager. Enfin, je- pour moi, c'est un espèce de flou artistique, ça, tout ça. Mais ça ramène à une question un petit peu plus précise dans le management de ce marketing, qui est là, ça devient vraiment intéressant. À moi, comme je vois la chose là aujourd'hui, c'est que les marques, comme elles prennent la parole tout le temps, plusieurs fois par semaine, sur divers médias, de toutes sortes de manières, en fait, les marques elles-mêmes deviennent un média. ouais, complètement. Et je dirais que même si tu pousses vers les exemples qui ont le plus de succès, les marques deviennent des broadcasters. Elles-mêmes sont émettrices de contenu. Enfin, je prends l'exemple le plus spectaculaire, c'est peut-être Red Bull. Ouais, ouais, complètement. En fait, Red Bull ne propose que très rarement son produit, Ouais. mais a créé une chaîne. C'est un broadcaster. Il diffuse du contenu, appelle à créer des contenus. Enfin, c'est un système, c'est un nouveau modèle d'affaires qui a été complètement bouleversé ou qui a utilisé tout le potentiel du digital. Alors, encore une fois, je n'ai pas tellement de jugement de valeur sur Red Bull, si c'est bien, si c'est durable, si c'est mal ou bien, mais reste que c'est un succès qui a fait vaciller des entreprises comme Coca-Cola, puisque tu as eu Coca. Ouais, ouais. Non, voilà. Et puis aujourd'hui, la question de maîtriser ses propres contenus, elle est claire. Si on prend le CIO, aujourd'hui, les Jeux Olympiques qui vont arriver, en fait, la création de contenu, elle est maîtrisée par le CIO lui-même. Avant, on vendait des droits à des TV, et puis c'est les TV qui s'occupaient de créer le contenu et de le broadcaster. Je pense que ça, cette tendance, elle a changé. Mais ça, c'est pour bien comprendre la base. Ce que ça signifie, c'est que quand on commence à développer et à pousser des contenus partout sur tous les médias, ça veut dire que même en tant qu'une PME, je dois prendre la parole sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon site internet, je fais des blogs, je crée un magazine ou je ne sais quoi, puis je fais des vidéos. C'est quand même une attitude de broadcaster. Complètement. Donc, ce que nous, on recommande souvent dans l'organisation de l'entreprise, parce que là, ça commence à toucher plutôt le management plus que la communication a priori, c'est de s'organiser un petit peu comme une newsroom ou comme une media room, comme le ferait un magazine, par exemple, hein, dans lequel on a une ligne éditoriale. Donc la ligne éditoriale, c'est la stratégie de l'entreprise. On a quelqu'un qui est responsable de garantir cette ligne éditoriale, un rédacteur en chef. Alors on l'appelle comme on veut dans le milieu du business, mais c'est quand même quelqu'un qui devrait être en charge de imaginer et créer et développer des contenus pour que la production de ces contenus soit assurée du début à la fin. Et puis après, il faut des gens qui les diffusent, puis dans un ordre qui est donné. Donc, si je prends le fonctionnement basique d'un magazine, il y a toujours il y a un édito, il y a des brèves, il y a des focus, enfin des portraits, des enquêtes, puis il y a un peu un agenda qui dit what's next. L'organisation de la communication pour une entreprise, elle n'est pas différente. Si on veut prendre la parole d'une manière organisée pour une PME. Sinon, elle ne va pas être capable de produire ces PME. On va courir éternellement à travers l'article. On va dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On se repose trop de questions. Tandis que si on est dans une démarche qui professionnalise cette organisation, alors là, on a des chances. Puis, plutôt que de parler de community management, moi, j'aime bien parler de newsroom ou de media room et puis de changer le mindset des entreprises en disant, mais il va falloir que tu prennes la parole comme entreprise
Et ça veut dire que c'est plus qu'une personne qui participe à ça, parce que sinon c'est très vite impossible. Et donc, en fait, on doit avoir un projet éditorial. C'est plus ça qui m'intéresse, et puis c'est plus juste ça que de chercher un community manager. Parce que je pense qu'un community manager sans ligne éditoriale, puis sans il va nulle part. Ouais, c'est sûr, ouais. Voilà. Ok. Et c'est intéressant qu'on parle de ça. Je pensais pas du tout qu'on allait aller dans cette direction-là. Donc, en fait, en parlant de là où les personnes qui font un peu la relation publique d'une entreprise, par exemple, tu as cité Coca, donc Coca.ch avant, et Pascal, par exemple, Pascal Mayer est, lui, l'image de l'entreprise, si on veut. Enfin, entre autres, comme il le dit, hein, c'est pas lui uniquement qui a créé cette entreprise, c'est toutes les personnes qui sont là. Mais du coup, c'est vrai que moi, je m'intéresse à ça sans forcément l'appliquer depuis où je m'intéresse. J'en entends beaucoup parler depuis pas mal d'années. La première personne que j'ai entendu parler ça, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts anglophones des États-Unis, c'était Gary Vee. Et lui dit en fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises devraient devenir un média, comme tu l'as dit. Et après, bon, lui, il vit une certaine réalité. Mais à mon avis, ça reste quand même très compliqué pour des PME. Et je peux, par exemple, donner notre exemple à nous, Will.i.t Telecoms, où concrètement, c'est difficile, mais ça, c'est un travail qu'on doit faire nous en interne, de sortir de l'opérationnel et de vraiment travailler sur et pas dans l'entreprise, comme on en a un petit peu discuté avec Grégory Ferré. Ouais. Et c'est là où justement, c'est intéressant qu'on en parle. Récemment, j'ai écouté quelques épisodes d'un podcast, mais c'est par rapport au sport, où donc c'est un coach assez connu aux États-Unis qui dit qu'au final, pour les personnes lambda, et quand je parle des personnes lambda, c'est toi ou moi, ou à moins que tu sois un sportif d'élite, je sais pas, mais disons toi ou moi, je veux dire même, tu vois, une personne qui s'entraîne 5 fois par semaine, ça reste... on est, un amateur. Exactement, un amateur. Et donc lui disait, mais il y a des personnes qui sont donc des amateurs et qui vont se prendre la tête parce qu'ils peuvent pas, je dis n'importe quoi, squatter 2 fois par semaine. Mais ils peuvent que une fois, ou ils peuvent. C'est eux qui pensent qu'ils peuvent, mais en fait, ce coach-là disait, mais peu importe, tant que vous bougez, tant que vous vous sentez bien, c'est pas grave si vous voyez qu'il y a cet athlète qui squatte, qui deadlift ou qui des centaines de kilos, ou ce marathonien qui court son marathon en 2h01, et puis toi, ton marathon, tu le fais en 4 heures, mais tu essayes de t'entraîner comme eux. Concrètement, c'est pas très grave. On n'est pas des pros. Et du coup, je fais ce parallèle-là pour parler on va dire des publications, par exemple, sur les réseaux sociaux ou autre type de médias, d'articles. Est-ce que tu penses du coup que pour une entreprise comme nous, qui sommes d'une petite taille, donc moins de 10 personnes, est-ce que ça vaut quand même la peine de publier ou de se montrer quelques fois, même si c'est que quelques fois par année, ou du coup, comme dans le sport, tu te dirais, ça sert à quoi que j'aille courir 3 fois par an? Tu vois, peut-être on va se dire, ça sert à rien. Mais du coup, dans les médias. Ok. Bon. C'est bien de comparer amateur et professionnel parce que c'est vrai qu'ici, on a plein de gens qui font du sport, puis des fois, ils arrivent épuisés de leur entraînement et de leur sport, puis moi, j'aime bien poser la question de savoir dans quel domaine tu gagnes de l'argent. Pour vivre, je ne sais pas, pour t'enrichir. Puis, tu connais Olivier Bourquin? Ouais, je l'avais rencontré à l'époque. Ouais. Donc, faut savoir, ça, il faut bien comprendre, parce que pour un sportif professionnel, c'est sa vie qui est en jeu. Exact. Et puis pour l'amateur, c'est sa passion qui est en jeu. Ouais. Mais moi, ce que je cherche dans mes collaborateurs, c'est que en fait, ils se passionnent
pour ce qu'ils font, qu'ils soient des pros de notre métier. Parce que c'est là qu'ils gagnent de l'argent. Ça n'empêche pas d'avoir des passions à côté. Clairement. Mais ça veut dire que le traitement qu'ils donnent à leur entreprise ou que tu donnes à la tienne, là, tu dois te comporter comme un pro. C'est ça qui est important et c'est ce que les gens oublient beaucoup, quoi. C'est pas juste pour manger. Alors, c'est difficile, c'est un privilège d'être passionné par ce qu'on fait. Mais si on est passionné, on doit avoir aussi la capacité de traiter cette passion comme le ferait un sportif professionnel. Et puis un sportif professionnel, alors quand il a réussi, il peut se payer tout ce qu'il veut, il a son staff de masseur, de coach, de tout ça, puis il se déplace avec 25 personnes. Enfin, j'imagine que Federer, c'est ce qu'il fait, et puis il a montré la voie du professionnalisme ultime. Mais c'est comme une entreprise qui surperforme, puis qui a beaucoup d'argent sur son compte en banque, et puis elle peut se payer ce qu'elle veut. OK. Dans le cas des PME, on est dans des ligues peut-être un tout petit peu inférieures, avec des revenus inférieurs, dans lesquels on ne peut pas consacrer des sommes aussi importantes de construire le monde idéal tel qu'on le voit dans les médias. On parlait de... On ne peut pas se payer Red Bull, quoi. Voilà. Exactement. Donc, le modèle que nous, on propose, en fait, par rapport à ça, il part de l'idée que dans le marketing, pour une PME, c'est très difficile d'engager quelqu'un. Déjà, tu engages qui ? Tu engages quoi comme talent ? Tu as besoin de quoi ? Tu as besoin d'un masseur, ou tu as besoin d'un coach psychologique, ou enfin, tu vois, si on continue dans ces parallèles. En fait, tu as probablement besoin de tous, mais un peu. C'est ça. D'où le community manager. Ouais, alors non, moi, ce que je dis, d'où l'agence, d'où l'agence qu'on propose. Ouais, en fait, si je fais un calcul très pragmatique, parce que quand on parle avec les PME, nous on est une PME, il y a un moment, c'est très pragmatique, quoi. Enfin, tu dois compter tes sous et puis pour pour gagner ta vie. Et si tu engages, par exemple, tu prends une PME de 30-40 personnes qui a des besoins c'est déjà une M au niveau peut-être Neuchâtelois, mais voilà, qui a des besoins, on va dire qu'elle va engager un responsable de marketing plus un community manager, comme tu l'appelles, parce qu'elle ne sait pas quoi faire, quoi. Ou peut-être qu'elle sait quoi faire, mais elle ne sait pas trop comment définir ses cahiers des charges. Ça va quand même lui coûter probablement autour de 150-200 000 francs par année. Puis moi, je ramène en fait cet investissement-là. Parce que les métiers n'arrêtent pas d'évoluer, les besoins du marketing n'arrêtent pas d'évoluer, ça va extrêmement vite. Et avec ces montants-là, en fait, typiquement, nos clients, ils viennent chez nous, puis ils ont accès à 10-15 métiers. Ils ont un peu de personnes qui publient des posts sur Internet. Ils ont des gens qui réfléchissent à la stratégie, d'autres qui font des photos, un autre qui va faire de la rédaction, un autre qui va faire le plan éditorial dont on parlait avant. Et puis nous, on met à disposition en fait un staff de marketing qui n'est pas sur ton payroll, pas sur ta fiche de paye. Et puis si tu dis que tu étais prêt à consacrer cet argent de 150-200 000 francs que en salaire, parce que tu n'as encore rien fait après. Tu consacres ces gens-là, s'ils sont bons, ils auront fait des choses. Mais... Alors là, en fait, pour les PME, là, ça devient intéressant parce que tu mutualises des compétences. Si tu es un sportif, disons que tu rentres dans ta vie professionnelle, puis que tu fais un peu du tennis et tout, tu peux te payer un peu de Olivier Bourquin. Oui. Mais un peu. Tu ne peux pas l'avoir dans ton staff à plein temps. Et puis donc, en fait, plusieurs sportifs vont mutualiser les compétences d'Olivier. C'est comme ça que j'imagine, moi, l'agence d'aujourd'hui. C'est qu'elle met à disposition un certain nombre de ressources et d'accès à des savoirs très rapidement, d'une manière très... efficace, elle arrive à les trouver et répondre aux besoins très spécifiques de nos clients, sans pour autant que nos clients doivent constituer des staff marketing immenses où
financièrement dangereux pour leur activité. Et tu arrives, je sais pas, c'est peut-être difficile, hein, mais à chiffrer un, un, un budget annuel ou mensuel, comme tu veux, pour une prestation basique. Et quand je te dis ça, je m'y connais pas trop. Euh, Basique, c'est-à-dire quelques posts par mois, un article par mois. Je sais pas, c'est possible ça de chiffrer comme ça ou c'est un peu compliqué? Ouais, c'est un peu compliqué parce que ça prend le problème un peu à l'envers. Ouais. En fait, c'est plutôt de dire... nous, ce qu'on aime bien, c'est un peu étudier chaque domaine d'activité et puis de regarder quelles sont les pratiques des meilleurs élèves ou les entreprises les plus performantes de chaque domaine et puis de voir qu'est-ce qu'elles consacrent comme part à leur communication. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on n'est pas obligé de prendre les extrémistes, mais de dire il y a une moyenne qui se dégage. Je ne sais pas si tu fais dans le retail. Aujourd'hui, on voit que les gens qui font de l'omnicanal, donc de la vente et physique et digitale, ont consacré à peu près 10% de leur budget, 10 et 11%, ça c'est les best practices de leur budget. C'est-à-dire que 10-11% de leurs revenus sont réinvestis dans la communication, dans lesquels la communication, il y a de l'achat média, il y a des honoraires d'agence, il y a de la technologie, enfin, il y a un split qui est encore plus détaillé. Quand tu dis revenu, tu dis chiffre d'affaires, tu parles de chiffre d'affaires. Voilà, ouais, exactement. Et de dire qu'en fait, cette attitude, elle est beaucoup plus juste parce qu'elle suit l'évolution des meilleurs dans le domaine. Ouais, puis elle suit l'évolution de tes revenus. Ouais. Et puis de dire qu'aujourd'hui, en fait, plutôt, si tu commences avec ton business, je sais pas, à faire 500 000 francs de chiffre d'affaires ou 2 millions de chiffre d'affaires, continue à investir tes 10% de ces revenus-là dans la com. Alors, ça va te dire si tu veux intégrer des ressources en interne ou tu continues à externaliser. Ouais. Mais ça va maintenir ta vivacité et ta présence dans le marché. Et c'est ça qui est important. C'est pas de dire, ah ouais, mais moi, je mets 30 000 par année, et puis tout à coup, tu doubles ton chiffre, etc. Et puis après, tu commences à stagner, tu vois. Ouais, complètement. C'est une grande erreur que les start-upers font, d'ailleurs. Qui se distendent. Et puis... Mais non, en particulier en Suisse, l'innovation est très liée à la technologie. Et puis, quand pour un start-upper, il va faire son premier round de financement, c'est souvent de la famille et des amis. Enfin, et il va lever 150, 200 000. Puis il va consacrer ces 200 000 pratiquement à 100% dans le développement de son produit. Mais il ne va pas dire, je prends 10% de ce montant pour faire ma com. Parce qu'il y a un moment, il va devoir se financer dans un deuxième tour. Et puis, pour aller attraper des financements qui sont souvent plus grands que le premier, eh ben, il faut avoir une communication, une identité, une personnalité pour que ça soit inspirant pour les investisseurs. Et ça, dans la plupart des cas, j'ai vu des exceptions, mais dans la plupart des cas, c'est complètement absent du développement d'une start-up. Ok. Donc ouais, voir plutôt le problème entre guillemets à l'inverse, c'est-à-dire faire potentiellement une veille donc du secteur, prendre les meilleurs et voir, généralement les meilleurs, on arrive à trouver le budget qu'ils allouent dans certains départements, typiquement là en marketing, et puis essayer d'allouer ce budget en question dans notre propre entreprise. Mais moi, je te donne un bon exemple de changement de modèle d'affaires parce que je réagis à ce que tu dis, mais traditionnellement, tu allais dire, OK, ben voilà, dans mon business plan, je vais compter mes loyers. Le loyer, c'est le truc que tu ne peux pas bouger. Et puis, je vais aussi mettre les salaires. C'est des trucs difficiles de bouger, quoi. Ouais, les charges fixes. Voilà. Et puis après, tu regardes ce qui te reste. Ouais. Tu vois? Alors que, en fait, je pense que aujourd'hui, il faut réfléchir un petit peu différemment. Tu n'es pas obligé de dépenser, c'est pas nécessaire que ton loyer, c'est une charge fixe.
tu vas prendre un coworking chez nos voisins en dessous. Tu vas te débrouiller pour avoir des systèmes plus souples, je sais pas, en télétravail. Ici, on peut pas? Alors, je voulais juste préciser que notre espace ici, le Bureau du Sens, n'est pas un coworking. Ah, d'accord, C'est ok. une plateforme multidisciplinaire, mais c'est pas un coworking. Ah, ok, d'accord. On adore nos amis de dessous, puis en aucun cas on voulait créer une compétition. Ah, ok, mais ok. Je pensais que pas c'était préciser avant. Mais effectivement, non, nous, c'est un peu coopté. Hein. Ici, ce qu'on cherche, D'accord. c'est un peu des gens. La synergie entre Voilà, les personnes. exactement. Ok. Mais voilà, si tu es start-upper, la charge fixe, le loyer à 50, ça n'a pas de sens. Ouais, Quoi. puis aujourd'hui, effectivement, Ah. ça... Et puis la même chose dans les salaires. Quoi. En fait, il y a beaucoup de choses que tu peux, encore une fois, outsourcer ou développer des partenariats. En Suisse. Hein? Outsourcer, mais en Suisse. Ouais, en Europe, enfin juste... Ouais, non, mais parce que c'est pas forcément suisse pour moi dans ce que je dis, c'est plus de partager des valeurs communes. Mhm. C'est ça qui m'importe. C'est pas non, parce qu'on a des liens avec des gens qui sont pas forcément en Suisse. Ouais. Non, c'était par rapport à ce que tu disais au début de l'offshoring, de Ouais, compétences. l'offshoring, il va vraiment sur le prix, c'est ça qui Ah qui oui, me d'accord. dérange. Ok. L'idée là, c'est pas d'aller... Oui, on a des gens qui travaillent un peu partout dans le monde, mais c'est pas forcément sur Pas le une prix. question de prix. Ok. Voilà. Ok, ouais. j'ai C'est bien compris. c'est pas le critère essentiel de Mhm. notre choix. Ok. Donc, on parlait de budget. Voilà. Je me suis un peu perdu avec Bon, le tour du monde. non, on parlait de budget, de charges, de start-up, de je sais pas Ouais. quoi. Ouais, donc voilà, le problème se regarde autrement, quoi. Les charges Voilà. fixes sont pas Et puis de dire forcément- que d'intégrer le marketing comme un investissement indispensable. Mhm. Ça, alors je défends évidemment mon métier, Bien sûr. mais Mais c'est essentiel à tes yeux. moi on a accompagné des startups qui étaient dans leur dernier round de financement, c'est-à-dire des grosses startups qui devaient lever 15 millions. Et puis, qui ne pouvaient pas aller chercher cet argent sans faire quelque chose qui tient vraiment la route au niveau de la communication. Mhm. Enfin, si tu es toujours en train de faire tes 4 slides de start-upper, c'est difficile. C'est sûr, ouais. Et on a vraiment le cas de une qui s'est un peu fait coiffer au poteau par une entreprise qui a eu la stratégie contraire, c'est-à-dire qui a mis plus dans son marketing que dans son produit. Alors, ça a créé un effet inverse. Oui. Mais là où un a mis 3 ans pour lever 5 millions, je crois, l'autre a levé en 6 mois 70 millions. Ouais. Donc, il y a un moment, ces chiffres-là, ils sont un peu... J'aime pas trop parler comme ça, mais en fait, il y a un moment où l'inspiration, ce qu'on est en train de faire, la proposition, l'identité, la personnalité, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va toucher en fait les gens, que ce soit des clients acheteurs du produit ou des parties prenantes d'une entreprise. C'est super important. Mhm. Ok. Mais c'est vrai que le marketing a une place très importante dans les grandes entreprises et dans les PME d'une certaine taille. Le marketing, a une place très importante dans les écoles, dans les formations. Donc, tu vois, la haute école de gestion, moi, j'ai pris l'option marketing. Donc, très important. On en parle beaucoup, tout le temps. Mais dans les petites entreprises, de ce que moi, je vois et vis, on a envie de l'utiliser, mais ça reste cette chose qu'on fait quand on a le temps. Et on n'a pas souvent le temps. C'est pour ça que je te disais d'essayer de travailler sur le business et pas dans le business. Mais c'est vrai, quand tu me dis ça, enfin là, quand on discute, c'est peut-être un peu bête, puis c'est peut-être le truc de... Tu regardes un speaker de motivation, et puis après, tu vas courir 10 kills à fond parce que tu es motivé. Mais c'est vrai que ça me motive à me dire, cette fois, je vais vraiment me pencher sur la question du marketing et développer ça. Parce que nous, on veut développer l'entreprise pour des questions de durabilité, pour des questions qui nous tiennent à cœur et non pas uniquement pour l'argent ou le chiffre d'affaires ou des choses
des choses en fait, matérielles, mais plutôt pour un organisme qu'on aimerait créer. Donc, ouais, c'est vrai que ça me... Ouais, je sais pas, c'est un peu bête en fait là ce que je dis, mais tu me fais me rappeler que le marketing est très important. Et... Bon, à la fin, une entreprise, c'est un commerce, en fait. C'est pour ça que je dis que j'aime bien ramener ça plutôt à de la trivialité. C'est-à-dire que visualise les magasins dans lesquels tu aimes bien aller, que ce soit des magasins d'alimentation ou d'habits ou de je ne sais pas quoi. Ben, le commerçant, il paye son loyer, c'est son outil de travail, c'est son shop, quoi. Puis dedans, il n'arrête pas d'animer son magasin pour rester en vie. C'est pour ça que tu l'aimes bien. Oui. Et il va t'accueillir, et puis il va te faire des propositions, puis il va faire des actions, puis il va faire toutes sortes de choses. Puis comme les bons restaurants, c'est pas que la nourriture, c'est le tout. Et ben, c'est la même chose. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce Ouais, que ouais. ça, c'est vraiment des PME, enfin plutôt P que Que M, ouais. et puis qui fournissent un effort incroyable pour maintenir leur commerce. Et c'est ce qui fait leur identité, en fait. Si tu veux, ah mais j'adore ce resto, il est génial, on est hyper bien accueillis, la carte elle est magnifique, tu peux retourner là-bas, il y a toujours des propositions, les gens, le marketing c'est rien d'autre que ça. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est pas de la culture des domaines techniques. Non. Et puis les domaines techniques, c'est là où je dis, il faut se faire accompagner. Ouais. C'est comme un super cuistot. Peut-être qu'un super cuistot, il est génial, c'est un génie en cuisine, puis il est hyper timide, ou elle est super timide, il aura de la peine à aller vers ses clients, prends un super chef de salle, puis qui fera le boulot d'être là. Ouais, C'est complètement. ça, pour moi, c'est rien d'autre. Ouais. Et puis, idéalement, si cette personne, elle a tout compris de ce que l'autre il fait en cuisine, c'est là où tout devient cohérent. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est cette idée. Moi, quand j'ai commencé dans l'entreprise, étant donné que je viens pas de la technique, à proprement dit, plutôt de la gestion justement, c'est vrai que je me disais, mais comment je vais faire? Je suis pas un technicien. Comment je vais faire quand mon père partira pour prendre la relève? Alors que mon père est un technicien. Et puis en fait, c'est ce que tu dis. À un moment donné, en discutant avec les gens, en réfléchissant un peu, je me dis, à un moment donné, il y aura une personne qui sera le technicien, enfin les en l'occurrence, mais cette personne sur qui je pourrais m'appuyer, ou ces personnes, parce qu'on est une entreprise au final. Et donc c'est vrai, quoi, c'est pareil pour le marketing et pour tous les autres départements ou secteurs internes de l'entreprise. Et donc maintenant, pour passer un peu plus à ta partie, à la partie organisationnelle ou un peu vie privée, parce que tu fais beaucoup de choses et c'est des choses qui m'intéressent. Donc vous avez fondé Compass, qui est cette association qui lutte pour la technologie à travers l'art. Et tu veux reformuler un peu Ouais, je peux reformuler. Enfin, si tu veux, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie on lutte, on milite pour un monde meilleur ou plus durable. Ça, c'est ça qui est important. Et puis là-dedans, on pense que la technologie, elle a un jour un rôle à jouer, mais pas toujours. Hein. C'est pas qu'on va être sauvé par la techno, c'est pas du tout ça. C'est simplement de dire que y a des technologies qui sont bonnes pour l'humanité. Typiquement, les énergies renouvelables, elles passent par le développement de technologies. Et puis que plus vite on aura accès, en fait, d'une manière démocratique à ces technologies, plus vite on fera notre transition et puis on aura des bénéfices énormes à faire ça. On pourra continuer à créer de la valeur tout en préservant notre environnement, par exemple. Et cette partie-là, pour nous, elle est super importante. Et la démarche de Compass, c'était de dire que les technologies, elles sont souvent expliquées de scientifique à scientifique.
on comprend rien. Toi, tu viens de la technique, on écoute deux techniciens, tu comprends rien ce qu'ils se racontent, mais Ouais. voilà, quoi. Mais c'est normal qu'ils parlent comme ça. Hein, c'est pas... les technologies, elles sont peut-être vulgarisées ou elles sont expliquées d'une manière extrêmement didactique. Mais on avait fait un postulat, c'était de dire que pour adopter ou pour comprendre quelque chose d'une manière rapide ou de l'intégrer d'une manière différente, les émotions, c'est super important. Et c'est de dire que par l'art, par la création de projets qui sont émotionnels, on peut aussi faire comprendre d'une manière différente des technologies ou de la science. Alors moi, je prends toujours un exemple qui n'est pas scientifique, mais celui-là, je crois que tout le monde le comprend. C'est de dire qu'ici, je ne sais pas, toi, tu as fait tes études dans le coin, hein, je pense. Oui. On a, je ne sais pas, 10 ans d'allemand et qui parle allemand en sortant de l'école. Ouais. C'est super dur. Ouais. Si ta fiancée, elle était allemande, je pense qu'en 3 mois, tu parlerais l'allemand. Parce que tu es émotionnellement disposé à cet apprentissage-là. Et l'apprentissage par l'émotion, c'est ce que font les enfants énormément. Ils apprennent très très vite. Et je pense que tout le monde est encore capable de faire de l'apprentissage par l'émotion. Ben, que tu apprends un sport, tu as l'air d'aimer le sport. Enfin, tu kiffes. Quand tu es en train de kiffer ton truc, tu apprends beaucoup plus vite. Des gestes, des mouvements, toutes sortes de choses, parce que tu es dans le bonheur. Quand tu es dans le didactique pur, c'est très utile, hein, le didactique, hein, juste qu'on se comprenne bien. Mais on part du postulat, nous, que tout ça, c'est fait. Et ben, c'est la même chose avec les technologies. Et de dire que, typiquement, comme un des sujets sur lesquels on travaille, c'est le photovoltaïque, il y a un besoin d'adoption, à notre avis, mais c'est arbitraire. Hein, c'est nous qui avons dit, ben, maintenant, c'est un des éléments qui va permettre la transition énergétique. Hein, donc, on arrête de brûler du fossile, puis on amène des énergies renouvelables. Et puis, on aimerait démocratiser cette technologie. Et pour la démocratiser, on en fait des œuvres artistiques qui ont une acceptation totalement différente que juste un panneau noir sur un toit. Voilà. C'est un peu ça la raison pour laquelle on a fait Compass. Et puis, donc, on a cette idée de science, art et société. Donc, le principe est toujours le même. On choisit arbitrairement des technologies qu'on estime justes pour la société. Quand je dis arbitrairement, c'est avec notre âme et conscience la plus pure possible, avec la plus grande conviction possible. C'est pas de l'idéologie. On discute beaucoup de ce qui serait bien de faire. Et puis après, sur cette base-là, on crée des projets artistiques. Puis ça, c'est absolument incroyable. Puis ça répond à un besoin aujourd'hui très fondamental dans notre société. Notre société, elle se technologise. Je ne sais même pas si ce mot il existe, mais disons qu'il y a de la techno partout. Et paradoxalement, plus il y a de la techno, plus on est envahi de cette technologie, moins les gens la comprennent. Les gens ne comprennent plus du tout comment fonctionne un smartphone, ou on ne comprend pas comment ça fonctionne. Genre, j'ai la TV qui arrive aujourd'hui, mais ça arrive par Internet, c'est branché sur mon téléphone, ma bagnole, elle conduit tout seul. Enfin, mais en fait, la vérité, c'est que je ne comprends rien. Ouais. Et je trouve que là, il y a un fossé qui se creuse. En fait, il y a un problème de démocratie à la fin de ce processus si on avance sans permettre aux gens de comprendre ces technologies d'une manière ou d'une autre et de les ramener dans une meilleure compréhension de ce que sont les choses. Et les émotions et l'art, elles permettent ça. Elles permettent d'une manière plus douce, plus ouverte, plus émotionnelle, plus intuitive de comprendre de quoi on parle. Et ça, pour moi, c'est une très belle mission de ce qu'est Compass. Et pour les personnes qui aimeraient voir ces œuvres, moi j'ai regardé votre exposition 360 sur votre site, je crois, directement. Ouais. Enfin, qui est après redirigé à l'EPFL, oui. Exactement, ouais. Et du coup, c'est intéressant. Il y a des informations, c'est beau. On voit... Attends, j'ai plus
les watts par heure, mais bon, voilà, il y a même des données techniques. C'est, ouais, c'est une belle présentation en ligne. Après, à Neuchâtel même, on a à Autrive, au Laténium, il y a toujours ce panneau qui est là. Je passe souvent en courant Ouais. vers ce... Tu passes trop vite maintenant. T'es entraîné. Mais je le vois quand même, je le vois toujours. Euh, donc ouais, c'est des choses qui sont très belles. Il y avait l'exposition à la BCN, à la Banque cantonale de Châtelloise aussi. Absolument, ouais. C'était la première, ouais. Ouais. Et donc justement, tu as Compass, tu as Inox Communication, tu as ce bureau, le bureau 111, Mhm. et d'autres, t'es membre d'autres associations, tu fais un peu de sport. En tout cas, la dernière fois qu'on Ouais. discutait, tu m'as dit que tu faisais un peu de sport. Ouais, ouais. Euh, Comment est-ce que tu gères toutes ces activités en fait? Mhm. Et est-ce que tu arrives, grâce à la structure que tu as par exemple, parce que on est d'accord que ta base c'est Inox, Ouais, complètement. Ouais. voilà. Donc est-ce que c'est grâce à cette base qui a maintenant bon, de l'âge, une certaine structure qui te permet de pouvoir naviguer dans ces autres organismes? Mhm. Ou est-ce que c'est, bah, je sais pas, est-ce que tu bosses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Non. Non, je crois pas. Non, mais enfin, après, je suis indépendant depuis toujours. Donc, en fait, d'une certaine manière, je travaille toujours parce que ma tête est toujours occupée par de nouvelles idées. Que ça soit en cuisine, en sport, en voyage et en entrepreneuriat. Donc, je ne crois pas que ma tête s'arrête. Puis je dors bien, puis enfin, ça va, quoi. Donc, ce- comment je gère ça? C'est que cette liberté d'indépendant, elle me fait toujours aller vers ce que j'aime, mais surtout, elle me fait m'éloigner de ce que j'aime pas. Parce que je me sens extrêmement mal à l'aise quand je suis dans des situations qui me conviennent pas. Et ça, c'est ma liberté aujourd'hui d'entrepreneur, c'est d'adapter ma vie, mon schéma à ces possibilités-là. Alors, ça ne fait pas de moi un homme plus riche, mais ça me fait de moi quelqu'un qui trouve un équilibre dans la possibilité de faire toutes ces initiatives. Ça me donne beaucoup d'espace à avoir des idées, parce que cette recherche de choses que je trouve importantes, qui ont du sens pour moi, j'ai mis en place pour moi, hein, Mhm. mais grâce à tous les gens qui sont ici, à transmettre ça, un système qui me permet de naviguer d'une activité à l'autre. Aujourd'hui, mais vraiment très concrètement, je reçois un salaire dans Compass, puis je reçois un salaire dans Inox. Donc, puis c'est génial, mais ça veut dire aussi que j'ai dû faire de la place aux gens de mon équipe et Mhm. puis vraiment avec des gens fantastiques. Je travaille avec des gens fantastiques, à commencer par mon associé, pour lequel on est super complémentaires, avec lequel on fait ces aventures-là, Raphaël. Si je cite Julien, et puis Laurent, mais vraiment tous les autres, c'est eux qui permettent en fait que ça se passe. Ça veut dire qu'ils ont un espace dans lequel ils peuvent s'épanouir, j'espère vraiment, parce que je crois que ça, c'est des choses qui sont discutées. Et puis eux aussi, je les encourage à faire des choses qui vont dans le sens de leur épanouissement. Mhm. Si tu as des activités à côté, si tu as envie de faire partie d'une association, qu'elle soit culturelle, sportive, euh, ou de l'aide à des gens, ou c'est égal ce que tu veux faire, va vers des choses qui te passionnent. Mhm. Tu seras, du coup, c'est pas bosser ça. Ouais, complètement. Et puis tu auras aussi beaucoup plus de rayonnement et de charisme si tu fais ça. Mhm. Parce qu'on voit que tu t'épanouis, puis en fait, la vérité, c'est que tu as plutôt envie d'aller vers des gens qui s'épanouissent, puis qui sont heureux. C'est clair. Ou heureux, je sais pas, c'est difficile, mais en tout cas, qui vivent les choses avec une certaine intensité. Mhm.
Puis si tu fais du sport, puis tu vas pas courir avec un gars qui fait la gueule puis qui est dans le dur tout le temps. Enfin, c'est pas... C'est sûr. T'as envie d'aller avec une personne qui est dans le fun et puis qui te fait faire des choses que tu n'aurais jamais fait autrement. Et puis du coup, ça tisse des liens. Et puis peut-être, pour moi, pas la conclusion, parce que je suis loin de la conclusion de ma vie par rapport à ça, mais en tout cas, un des grands enseignements, c'est de dire que tout est interconnecté, en fait. Que quand je rencontre des gens dans mes loisirs, ben, d'une manière ou d'une autre, quand on a passé un bon moment, ben, on va retrouver ces personnes-là dans d'autres contextes. Puis, enfin, pour moi, Compass, ça a vraiment commencé comme une passion, puis aujourd'hui, c'est important. Puis ça me fait rencontrer des dizaines de personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'étais juste cloisonné dans mon Inox. Mais dans Inox, j'ai rencontré des centaines de personnes qui aussi s'intéressent à peut-être ce que je fais à côté. Puis au bureau du 111 aujourd'hui, avec toute cette émulation, puis des gens qui viennent d'horizons complètement différents, pour moi, ça, c'est une grande réussite. C'est là où je trouve extraordinaire ce qui se passe. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la dynamique et de l'énergie qu'il y a là-dedans. Donc c'est ça, pour moi, l'équilibre. Donc je n'ai pas l'impression d'être submergé. Mais c'est arrivé dans ma vie d'être submergé. Hein. J'imagine. Bien sûr. Et du coup, tu disais, ça fait pas de toi, ça ne fait pas de toi un homme plus riche financièrement, mais ça t'enrichit quand même, et beaucoup. Non, mais j'ai une vie magnifique. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, qui doit se renouveler tout le temps, en fait, on est tout le temps... On n'est plus dans un système dans lequel, je crois, on fait des grandes moissons quand on arrive à 50 ans. Enfin, moi, j'ai une vie extraordinaire avec une famille qui me suit dans mes aventures, ma femme, mes enfants, enfin tout. Enfin, mon bilan, il est extrêmement positif. Mais c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, ben, je sais pas, je suis normalement techniquement à 10-12 ans de la retraite. Il va falloir que je bosse encore. Hein. Je suis pas à la retraite tout de suite d'un point de vue financier. Et du coup, ben, on va clôturer gentiment. Oui. Et sur ces mots qui étaient plus trop liés vraiment à la partie professionnelle, mais plutôt émotionnelle, qu'est-ce que le succès pour toi? Bon, je crois qu'on vient d'en parler encore une fois. Hein, c'est pour moi le succès. Bah, si tu arrives à te retourner sur ce que tu fais, ce que tu as fait, quelle que soit la durée par laquelle tu l'as fait, puis de pouvoir conclure que ton bonheur, il était légèrement supérieur aux emmerdes, je pense que tu as déjà un bon succès. Tu m'avais déjà dit ça la dernière fois. D'ailleurs, je voulais en discuter, je voulais parler de ça, mais voilà, le temps file. Ouais. Et donc, tout le temps, garder le bonheur au-dessus tout faire pour. Ouais, tout faire pour. Ben c'est pour ça que tu es indépendant. Ça t'appartient. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Ça. Complètement. Ben ouais, c'est vrai que je me retrouve à une échelle plus petite. Avec ce podcast, en fait, ben, je le fais, je gagne rien. C'est même, ça me coûte même. Financièrement, ça me coûte plus que ben, moi, je gagne vraiment absolument rien. Financièrement, j'ai investi dans tout ce matériel. Je paye mensuellement des abonnements, des trucs. Mais en fait, c'est un plaisir, tu vois, de pouvoir discuter avec toi et que potentiellement, il y ait des personnes qui écoutent et qui après, pour l'instant, ben, j'ai quand même des bons retours et c'est des retours motivants, même si je suis loin, mais très très loin du niveau que j'aimerais potentiellement atteindre un jour. Mais ça m'enrichit personnellement et du coup, ben, ouais, merci d'avoir accepté. Ben merci à toi, et puis rien que de t'entendre prononcer ces paroles, c'est un succès, non? Oui. En tout cas pour moi. Ouais. Non, mais c'est génial, et puis je t'encourage à continuer, vraiment, continue, parce que dans toutes ces initiatives, moi, ça m'a touché quand tu es venu, et puis de dire
de créer des discussions comme ça en bilatéral, bon, c'est assez flatteur pour moi, hein, pour être honnête, mais c'est génial de t'entendre aussi, puis de voir que tu as cette motivation, puis aussi cette envie d'apprendre qui, à coup sûr, va t'amener quelque part. Ça, c'est ce que je te souhaite, et puis je te souhaite plein de succès avec ton aventure. Merci beaucoup et plein de succès aussi à toi. Merci. Et de toute façon, j'espère qu'on se tiendra au jus. De toute façon, on va se croiser de temps en temps. On est à Neuchâtel. Ça, c'est sûr. Et puis, j'ai appris qu'on a un lien. Voilà. On a un lien. C'est beau. Ouais, donc voilà. Donc, merci beaucoup, Lat. Ouais. Merci à toi, Brian. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et je vous donne rendez-vous au dernier vendredi du mois prochain. Ciao, ciao.